Notre régiment est engagé dans des combats presque immédiatement après notre arrivée. Mais nous ne rencontrons pas de réelles difficultés dans notre progression. Nous suivons un axe comprenant essentiellement les routes secondaires. Nos objectifs étant composés de petites concentrations urbaines, la résistance allemande doit y être normalement médiocre. Les zones rurales ont l'avantage d'être plus calmes que les grandes villes. Le repli des troupes adverses s'effectue de façon de plus en plus désordonnée. Nous parvenons ainsi à faire un grand nombre de prisonniers. Mais à mesure que nous évoluons vers les Vosges, nous sentons une nette montée de l'agressivité ennemie. Ce n'est pas encore l'équivalent de l'Italie ou de la Provence, mais pourtant nous nous laissons quelquefois surprendre par la vivacité de la réaction allemande. Notre vigilance ayant tendance à s'émousser, nous ne prenons pas toujours les précautions élémentaires devant les positions adverses. Et puis, nous sommes en France. Nous ne devons en aucune manière appliquer la politique de la terre brûlée. Même dans les cas extrêmes, nous ne pouvons nous résoudre à tout détruire sur notre passage, pas même les habitations. Notre mission est de libérer le pays, pas de le raser. Un jour, pourtant, des événements décidèrent que la guerre n'aurait plus de sens pour moi. Dans ma tête, la guerre fut d'ailleurs terminée. Après avoir traversé un bois sans rencontrer un seul Allemand, nous débouchons au sommet d'une colline. En bas, il y a un village typique de la région. Une superbe église domine ce paisible village. Peu avant, nous avons entendu le son des cloches. Avec le groupe de Joseph, nous formons la pointe avant de notre compagnie. Il arrive fréquemment que les groupes appartenant à des sections différentes fassent un bout de chemin ensemble. Dans une période relativement calme, c'est compréhensible. Les unités se croisent et se séparent au gré des missions de reconnaissance. Regarde attentivement, me dit Joseph, c'est la France profonde. Nous sommes dimanche matin et il n'y a personne dans les rues. Tous les habitants doivent être à la messe. Joseph prend ses jumelles et observe le village. Ce village n'est pas calme, dit-il, il est désert. Les Allemands sont donc dans le coin. Joseph compte avec Joachim parmi les rares personnes qui ne surnomment pas nos adversaires des Boches. Joseph dit seulement allemand ou nazi lorsqu'il parle des fanatiques de ce pays. Tout en poursuivant son inspection avec les jumelles, il ajoute « Dis aux hommes de se tenir prêts. Il est possible que les Allemands nous réservent une mauvaise surprise. » Joseph vient de prononcer ces dernières paroles. Il reçoit une balle dans la gorge et tombe à la renverse. Le tireur d'élite est embusqué dans le clocher de l'église. En suivant la règle qui veut que l'on doit viser en priorité le responsable désigné par le port des jumelles, cet assassin vient de tuer mon meilleur ami. Tandis que Djellali riposte aussitôt, je me penche près de Joseph, qui a été tué sur le coup. Mon esprit s'obscurcit, envahi par un brouillard sombre et glacial. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Je ne sais plus où je suis. Je ne vois plus personne autour de moi. Je ne suis plus un soldat, mais un malheureux que le destin accable une fois de plus. Je prends le pendentif en or qu'il porte sur lui. S'il devait m'arriver malheur, m'avait-il demandé, garde-le pour toi. Il appartient à l'un de mes arrière-grands-parents. Je préfère qu'il soit en ta possession en signe de notre amitié. Mais ne me tue pas pour me le voler, avait-il ajouté en riant.
n'est qu'un bout de métal, une vieille relique sans valeur. Elle n'en a que pour moi. Je mets le pendentif dans ma main, sans y prêter la moindre attention. Puis j'essaie de me persuader que je fais un cauchemar. Je suis perdu, et je glisse dans l'abîme de la détresse. Quand le gros de la compagnie arrive à notre hauteur, je suis encore assis près de mon camarade. J'entends vaguement un homme dire « Ces sales boches vont nous le payer ». L'homme qui a parlé est un capitaine nouvellement promu. Personne ne sait exactement d'où il sort. Il est connu pour ses méthodes expéditives et surtout pour le faible nombre de prisonniers à son actif. Joseph le détestait cordialement. Les infirmiers mettent le corps de Joseph sur un brancard et l'emportent à l'intérieur de nos lignes. En voyant ce frère partir, je refais partiellement surface. Il y a une grosse agitation autour de moi, mais je ne m'y intéresse point. Je prends mon FM et instinctivement, je me dirige vers les arrières. Cette guerre n'a plus d'intérêt pour moi. Les larmes aux yeux, je suis les infirmiers. Ça ne va pas, me dit la voix familière de Joachim. Joseph est mort. Tu as vu? C'était son pendentif. Il m'avait demandé de le prendre s'il... Je ne peux terminer ma phrase. Je sanglote. Joachim reste quelques instants près de moi, sans dire un mot. Puis quand il se décide à parler, il dit « C'est un jour qui n'aurait jamais dû exister. » Il a raison. Ce jour maudit n'aurait jamais dû se lever. Ça ira? Me demande-t-il longtemps après. J'ai envie de partir loin d'ici. Je te comprends. Je peux t'être utile? Non, merci, Joachim. Ça ira. Tu en es certain? Oui, je t'assure. Ça ira très bien. Écoute, me dit-il avant de me quitter. Le jour où tu te décideras à t'en aller, préviens-moi. J'ai quelques économies que je me ferai un honneur de te donner. Je ne sais comment il a appris que je voulais partir en Amérique, mais sa présence m'aide beaucoup à sortir du brouillard. Je rejoins mon groupe et tous mes camarades ont une parole gentille. Le caporal-chef Barazini me demande si je ne veux pas quelques heures de repos, mais je refuse. Je me mets en position. L'attaque est imminente. Nous avons eu le tireur, me dit Djilali. Je sais que cela ne nous rendra pas Joseph, mais il fallait le faire. Excuse-moi si nous ne t'avons pas attendu. J'avais peur qu'il nous échappe. Tu as bien fait, Djilali. Merci. Je suis surpris de constater que je n'ai aucune animosité, aucun désir de vengeance. En partant à l'assaut du village de la France profonde, je me bats pour la première fois sans la plus infime conviction. Pour la première fois aussi, je comptabilise le nombre de soldats que je tue. J'en ai dénombré 16, lorsque les Allemands encore vivants se rendent. Ces morts m'inspirent certainement moins que les vitres brisées par les balles. Je pense surtout à la difficulté de remplacer ces vitres comme morts ennemis.
Je suis devenu un automate qui utilise une arme sans autre but que de descendre des cibles dans un champ de foire. Je n'ai jamais ressenti auparavant un aussi grand détachement en tuant des gens. Dans le temps en Italie, un sergent m'a affirmé qu'on devient un véritable soldat lorsqu'on est capable de surmonter la douleur d'avoir perdu un proche parent dans la guerre. Le survivant, avait-il ajouté, est toujours celui qui ne comprend plus rien aux sentiments humanitaires. Aujourd'hui, je manque lui donner raison. Quand le carré des officiers allemands se rend, la reddition des soldats a lieu dans les minutes suivantes. Une section s'occupe d'eux en les alignant sur la place du village, devant l'église. Barazini fait ouvrir un des bars. Il y en a 5 dans ce minuscule village. Puis il commande à boire pour notre groupe. Le verre de bière à la main, je sors sur le pas de la porte. Les souvenirs de Joseph hantent ma dérive. L'âme triste, je contemple discrètement le spectacle maintenant habituel de la fouille des soldats allemands. Il y a peu encore, je dévisageais ces prisonniers en me demandant ce qui pouvait bien se passer dans leur tête. Regarde-les bien attentivement, m'avait dit un jour Joseph. Ils connaissent la suprême humiliation de leur vie. Ces soldats de la vaillante armée du Reich ont été faits prisonniers par une armée composée aux 3/4 de métèques. Tu imagines la rancœur de ces gens après avoir été vaincus par des tirailleurs? Pour moi, c'est la meilleure récompense que l'histoire puisse me faire. Admire la victoire de l'humanisme contre la barbarie. Gilali et Barazini sont tous deux à côté de moi. Leur discrétion et leur compassion me vont droit au cœur. Mais ils sont surpris de me voir sortir de ma prostration et de m'entendre hurler « Helmut !» Mon esprit a été plus prompt que ma conscience. Et je ne rêve pas. Je vois bien Helmut parmi les prisonniers allemands. Quelque chose ne va pas, mon frère? Me demande Barazini. Pourquoi parles-tu de la mort? Je viens, pour la première fois, de faire l'association. Helmut veut dire la mort en arabe. Non, c'est Helmut, mon ami allemand, lui dis-je en jetant mon verre par terre et en courant vers le milieu de la place. Après les embrassades, je demande à Helmut « Que fais-tu ici, Dieu du ciel ?» À la mine affligée d'Helmut, je comprends le ridicule de ma question. Comme nous tous, il a dû être entraîné contre son gré dans cette guerre absurde. L'espace d'un instant, j'oublie notre situation et je lui dis « Ne restons pas là, veux-tu? Allons au bar, je t'offre à boire. » Helmut ne sait que me répondre. Il me fait signe de la tête de regarder autour de nous. Il est un prisonnier allemand et m'indique que je ne dois pas l'ignorer. Ne t'occupe de personne, lui dis-je, tu es mon invité. Helmut me suit, l'air inquiet. Il regarde autour de lui comme s'il attendait que quelqu'un me rappelle à l'ordre. Son inquiétude est fondée. Nous n'avons pas atteint le bar que, furieux, le capitaine se plante devant moi. Soldats, m'ordonne-t-il, ramenez immédiatement ce prisonnier avec les autres. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou?
La rage s'empare de moi. Une haine incontrôlable m'envahit et me fait perdre tout contact avec la plus élémentaire notion de hiérarchie militaire. Je réponds sèchement. Ce prisonnier est mon frère. Le diable en personne ne m'empêchera pas d'inviter mon frère à boire un coup. Soldat, vous êtes aux arrêts pour insubordination. Enfermez-moi ce fou. Je suis son chef, et ce gars est sous mes ordres, intervient Barazini, qui a accouru, ainsi que les camarades de mon groupe. Si vous le mettez aux arrêts, mon capitaine, je veux être arrêté aussi. Moi aussi, mon capitaine, dit Djilali, en jetant son arme par terre. Ce prisonnier est aussi mon frère. Suivant l'exemple de Barazini et de Djilali, tous les camarades de mon groupe et ceux de la section de Joseph jettent leurs armes devant le capitaine. Celui-ci ne comprend pas ce qui lui arrive. En regardant toutes les armes à ses pieds, il finit par dire « Caporal, la guerre nous a tous fatigués. J'admets que nos nerfs sont à bout, mais bon Dieu, reprenez-vous. Vous voyez bien que ce prisonnier est un boche. » La suite, demain à la même heure. Vous pouvez vous abonner.